Si on a envie de faire quelque chose, d'être créatif, que ce soit du dessin, travailler pour l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, de devenir écrivain, faut commencer quelque part. Et puis toujours chercher à s'améliorer, améliorer son vocabulaire, essayer de toujours magnifier les choses. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Nombreux sont ceux qui rêvent de faire de leur passion un métier. Plus rares sont ceux qui y parviennent. Parmi ces derniers, Pierre Feuillade a transformé en art sa fascination pour les monstres et les héros des contes et légendes bretonnes. Sculpteur, il m'a reçu dans son atelier de la Loupe pour me parler de sa façon de créer et de ce qui l'inspire à la fois dans le Perche et dans ses lectures. Bonne écoute. Ici, je crée en fait mes sculptures depuis 7 ans et depuis 2 ans de façon plus professionnelle. Donc essentiellement des monstres, des créatures issues de l'heroic fantasy, des héros, des mages, des guerriers, voilà, enfin un peu de tout, issus donc de l'heroic fantasy ou des légendes, des contes et légendes bretons beaucoup. Et puis plus récemment des pièces plus contemporaines avec beaucoup plus de pistes de lecture et beaucoup plus construites au niveau du sens de la pièce. Évidemment, cette histoire d'heroic fantasy et de monde vraiment particulier m'intrigue. Comment es-tu tombé là-dedans ? Est-ce que c'est un truc d'enfance, une inspiration qui vient de loin ? Ouais, quand on allait en vacances en Bretagne, en fait, dans les Monts d'Arrée, donc c'est une région au centre du Finistère, dans une petite ville qui s'appelle Huelgoat, en fait. Et donc il y a une forêt très mystérieuse, très magique, avec un chaos de roches mégalithiques, donc très grande, très impressionnant. Et puis plus loin, donc il y a les Monts d'Arrée, qui a un ancien massif montagneux, qui est réduit maintenant à très peu de choses, mais qui est vraiment fabuleux, magique, avec plein de légendes. Il y a une tourbière en contrebas, qui s'appelle, et dont un des lieux de la tourbière s'appelle la Porte de l'Enfer. Voilà, mes parents avaient un ami peintre qui nous racontait les légendes, l'Ankou, donc le passeur breton, l'équivalent de la faucheuse en fait, et les anciens lui disaient gare pas ta voiture là parce que ça va gêner l'Ankou. Donc ça a la bête du Gévaudan aussi après dans d'autres régions, toutes les légendes arthuriennes aussi. J'étais vraiment passionné par la vie des chevaliers, le code d'honneur des chevaliers, tout le côté romantique un peu mis en valeur par Chrétien de Troyes. Et puis la mythologie grecque aussi, beaucoup. Et enfin la rencontre avec un univers qui est majeur dans l'heroic fantasy actuellement. Donc Tolkien dans un premier temps avec Le Seigneur des Anneaux. Et ensuite le monde créé par une société qui s'appelle Games Workshop. Et c'est Warhammer, donc c'est de l'heroic fantasy, de la même époque que Donjons et Dragons en fait. Alors au lieu de jouer un héros dans une histoire de jeu de rôle, là on est le général d'une armée entière dans leur jeu. Et ils sont réinspirés donc de l'univers posé par Tolkien, puis exploré dans Donjons et Dragons pour recréer cet univers avec des orques, des chevaliers, des guerriers du chaos, des morts-vivants, des vampires, voilà. Alors, c'est une chose d'être passionné par ces univers-là, et c'en est une autre d'en faire son métier. Est-ce que tu peux m'expliquer cette transition-là, ou est-ce que ça a toujours été évident pour toi que tu allais en faire quelque chose de cette passion-là ? Ça a toujours été évident que je voulais en faire quelque chose. Après, c'était plus un problème de confiance. Et puis en fait, je me suis remis en question à un moment donné après à l'époque je travaillais pour une boutique de jeux de société à Chartres et on réalise un projet de bar à jeux en sous-sol. Donc on transforme des bureaux, c'était des anciens bureaux d'assurance, donc faux plafond, néon. Je vois. Voilà, et on fait Disneyland avec une taverne irlandaise médiévale. Donc je fabrique du faux colombage, je pose du parement, je pose du parquet, voilà. Donc j'ai pas tout fait tout seul, hein, on était une équipe, mais j'ai beaucoup bossé dessus.
Et puis là, je me suis dit, bah, faut que je fasse autre chose parce que, voilà, c'est le côté créatif, en fait, qui me passionne. Donc, voilà, bon, je démissionne. Donc, je prends un job temporaire dans le bâtiment, puisque là, c'était plutôt de la déco, etc., que j'avais bossé. En tout premier, j'avais travaillé dans la charpente. Donc, j'étais retourné dans une entreprise qui fabriquait des chalets. Et puis finalement pas assez créatif parce que tout était déjà fait. Donc j'ai dit non, faut que je m'exprime moi parce que c'est plus possible. Donc j'ai profité de 2 ans de chômage pour monter mon activité avec l'aide de la BGE. La BGE, pour ceux qui savent pas, c'est une association, c'est ça, qui accompagne les créateurs. Voilà. C'est une association qui va vous accompagner pour créer votre entreprise. Ouais. Donc il y a un premier rendez-vous, ils vont évaluer la faisabilité de votre projet. Et si c'est bon, ils vous accompagnent pendant 3 mois. Et ensuite, moi, je suis rentré en couveuse d'entreprise. Donc là, ils vous prêtent un numéro de SIRET, ils vous prêtent une assurance. Le seul inconvénient, c'est que c'est bloqué sur le compte et qu'on utilise l'argent pour réinvestir, racheter du matériel et pas pour se verser un salaire ou payer les factures de la maison. Donc, c'est génial parce qu'on va pouvoir se créer un capital. C'est contraignant si on n'a pas beaucoup de revenus. Donc, c'était très bien parce que j'avais le chômage en même temps. Oui. Et ça m'a permis vraiment de tester, de me dire ouais bon, c'est possible. Comment on sculpte ? Tu m'as montré tout à l'heure des moules, tu m'as montré des pièces finies. Tu peux, pour la béotienne que je suis, comment se fabrique une sculpture ? Ouais, une sculpture. Ça démarre déjà avec une idée. En fait, on est tous créatifs plus ou moins à différents niveaux et on va s'exprimer avec différents outils. Donc, il y en a naturellement, ils sont bons en dessin, d'autres ils vont comprendre la musique. Et moi, ça a été le volume. Tout de suite. Et donc on démarre par une idée et ensuite il suffit de choisir quelque chose pour le construire. Alors aujourd'hui ça peut être à peu près tout ce qu'on trouve. Il y en a qui vont souder des boulons pour faire des formes, d'autres qui vont utiliser de l'argile, de la pâte à modeler, du numérique. Maintenant on a la sculpture numérique. Ça peut être aussi de l'assemblage, on peut assembler différents objets pour avoir quelque chose de nouveau. Mais basiquement on commence avec un morceau d'argile. C'est ce qui est le moins cher. C'est très facile, c'est un matériau très intuitif et pour le conserver on peut le cuire et c'est un matériau qu'on utilise depuis la nuit des temps. Une fois qu'on a appris à bien modeler avec de l'argile, on peut passer par exemple avec la sculpture sur bois, la pierre, parce qu'en fait à la base de toute sculpture qu'on voit dans les églises au Vatican, il y a un modelage, petit ou grand ou à l'échelle qui sera la même que pour la pierre, pour avoir des références en fait. D'accord. Mais voilà, on commence avec une idée et un morceau d'argile. Okay. Et après, on travaille. Alors, il faut travailler beaucoup, longtemps. Et puis, c'est comme tout, hein, mais c'est surtout d'affûter le regard. C'est-à-dire que quand on va reproduire le visage de quelqu'un, il y a à la fois une symétrie dans le visage, mais on est complètement asymétrique en même temps. Et si on sait pas faire ça, on va avoir beaucoup de défauts. Donc, il faut apprendre à sculpter un œil, à sculpter une bouche, à sculpter un nez. On va éplucher des livres d'anatomie. Si on sait pas se mettre au dessin, on va copier les personnages, on va copier des travaux d'autres artistes sur la pose des personnages. On va apprendre aussi sur l'équilibre du corps dans sa position pour que quand est-ce qu'on tient debout, quand est-ce qu'on tient plus. Donc ça, c'est le triangle de sustentation. On peut étudier tous les maîtres de la Renaissance qui sont des grands modèles. Et puis après, si on veut se diriger vers l'art contemporain, on peut étudier tous les sculpteurs contemporains, en passant de Rodin, Antoine Bourdelle, et puis d'autres plus modernes aujourd'hui. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Faut travailler tous les jours, et puis après, en fait, on va regarder les gens, on va se dire, tiens, lui, il a un nez bizarre, sa tronche est particulière. Donc on va remarquer les défauts, on va remarquer aussi la très grande beauté de certains autres. Et puis oui, c'est le travail. Vraiment, ne pas hésiter des fois à faire juste un exercice pour ce qu'il est,
détruire la pièce et puis recommencer. Comment tu sais qu'une œuvre est finie? Comment tu sais que t'es arrivé là où tu voulais? Tu le sens? Ouais. Okay. En fait, j'ai plus rien à dire dessus, donc des fois, elle est pas complètement finie, c'est pas tout à fait lisse, mais l'idée que j'en avais est là en fait. Et puis il y en a d'autres où j'essaie de mettre une plus grande exigence dans le détail, dans la finition, parce que là, ça va être déterminant. Le public va percevoir que j'ai pas été bon ou j'ai pas été au bout, parce que l'ensemble de la pièce, par exemple, va être hyper réaliste. Et s'il y a des petites choses qui vont pas, ça se verra. D'accord. Donc soit la pièce est un peu comme une ébauche, et tout l'ensemble est pareil, avec peut-être juste la tête qui est plus détaillée, et les mains éventuellement. Et puis je m'arrête là. Donc et puis il y a d'autres pièces que j'ai créées qui sont des petits bustes en argile que je fais cuire, qui sont des pièces uniques. Et je les fais en 3 heures. Donc ça veut dire que en 3 heures, j'ai pas le temps de régler. Donc c'est un parti pris, c'est-à-dire c'est un parti pris d'une petite pièce, qui est une pièce unique, qui sera pas très chère, mais qui a des défauts. Elle est livrée telle quelle, quoi, comme une ébauche. Ok. Avec dans un exercice contraint, quoi. Ouais. C'est ça. D'accord. Tu parlais de ton public, je sais pas si on l'appelle comme ça, des gens qui réagissent. Qui est-il, justement? Qui sont les gens qui te suivent, qui t'achètent, peut-être, qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a un profil type? En fait, ça m'a surpris, mais non. Alors, il y a des gens qui ont acheté parce qu'ils s'intéressaient clairement à l'heroic fantasy, à l'univers des jeux vidéo, etc. Bien sûr, ouais. Et il y en a d'autres qui ont juste été touchés par une pièce. Et qui avaient rien à voir avec ces univers-là. Donc non, en fait, je pense que ça peut toucher tout le monde. Au final, ça peut toucher tout le monde avec une petite proportion de gens qui est le marché de niche, en fait, des passionnés de l'heroic fantasy. Ouais. Mais souvent, ils ont beaucoup de passion. Ils vont, par exemple, faire du cosplay. Donc, ils vont avoir un costume de héros. Donc, c'est là-dedans qu'ils vont mettre leur argent. Ou ils vont avoir une très grande collection de figurines déjà et c'est compliqué d'en rajouter. Donc non, c'est assez divers et varié, et comme mon univers est très large, il n'y a pas que du monstre en fait. Il y a des personnages de style antique, il va y avoir des visages, des portraits, donc je touche à peu près tout le monde, et j'étais assez surpris de ça. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? C'est le modelage. C'est toute la partie modelage entre le moment où la pièce est pas terrible et où on se dit waouh, j'ai fait quelque chose de bien. C'est ce moment-là que je préfère. Parce que tu peux être tout seul à l'atelier à n'importe quelle heure et t'as une satisfaction qui arrive en fait, alors que t'étais assez frustré parce que tu voyais tous les défauts de la pièce. Et d'un coup tu te dis là c'est pas mal. C'est ce moment-là que j'aime bien, c'est vraiment le côté modelage, création, et le moment de bascule entre la pièce qui commence à venir mais qui est pas parfaite, et quand je vois là où je veux en venir, et que j'ai atteint ce que je voulais. Ouais, c'est vraiment ça, de ce que j'entends, il y a vraiment un moment, tu parlais de bascule, ça peut être vraiment un truc, une étincelle qui te fait dire j'y suis quoi, ou j'y arrive. Oui, il y a vraiment, souvent au tout départ, je me dis c'est vraiment nul, et puis... on travaille sur la pièce et puis au fur et à mesure des corrections, on atteint ce qu'on veut. Ouais. Ça prend parfois du temps, mais c'est vraiment un moment de satisfaction agréable. Ouais, je m'en doute. On ressent quoi là alors dans cette étincelle-là, dans cette bascule-là? Et on est joyeux, on est content en fait. C'est vraiment de la satisfaction, de la joie. Je vais pas dire du bonheur parce que c'est pas non plus, mais de la satisfaction puis la joie d'avoir réussi en fait, et puis de se dépasser, de se dire j'ai passé à nouveau une marche et je suis capable de faire encore mieux. Et là c'est très gratifiant en fait. Et il n'y a pas besoin que les autres le voient en fait, on est seul juge. C'est ça. Donc ça c'est la partie secrète de l'atelier où quand on va voir une expo, on dit ouais c'est super, vous avez bien travaillé, j'adore ce que vous faites, et on voit pas toutes les feuilles ou toutes les toiles déchirées ou toutes les sculptures qui n'ont pas abouti pour
pour arriver à l'échantillon qu'on montre en fait. Et justement, dans ce que tu as pu entendre sur ton travail, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Tu mets toute modestie de côté. Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau, en fait? Il y a beaucoup de choses. Il y a eu un ami qui est kinésithérapeute qui m'a dit on voit que t'as bien bossé ton anatomie parce que tu vois, c'est correct, y a pas de... Donc ça c'est gratifiant parce que c'est des gens qui ont étudié beaucoup plus que moi l'anatomie et voilà, ils reconnaissent que c'est une reconnaissance en fait. Et puis après plus des gens en fait qui ont acheté une pièce et je m'y attendais pas. Et ça c'est assez c'est plus gratifiant qu'un compliment parce que j'ai fait quelques salons médiévals fantastiques, les gens y passent, ah c'est beau. Des fois je devrais mettre une tirelire avec ah c'est beau et puis mettez 1 euro quoi. J'aurais gagné plus d'argent qu'en vendant les sculptures. Donc ça fait plaisir, mais c'est une plus grande reconnaissance quand les gens achètent une pièce parce qu'on sait que ils achètent une œuvre d'art. Et donc c'est pas un bibelot ou une babiole qu'on achète pour se faire plaisir un samedi en course. C'est quelque chose qu'on va garder, éventuellement transmettre. Donc il y a une autre démarche dans l'achat d'une pièce. Et ça fait plaisir parce qu'on est reconnu en tant qu'artiste et on sait que ce qu'on fabrique, les gens l'apprécient. Et en plus, on sait que c'est quelque chose qui va rester. Ça va pas être jeté. Alors après, une pièce que j'avais préparée pour un salon, et c'est un jeune qui me l'a acheté. Et donc ça m'a fait très plaisir parce qu'il a fait le choix de payer une pièce assez chère et de peut-être pas pouvoir s'acheter une figurine de manga. Voilà. Tu disais que tu passais des caps, que tu progressais évidemment. Tu as envie d'aller vers quoi là? C'est quoi le prochain cap, si tu as envie de le partager c'est d'arriver à créer plus de figurines, de grosses statues en fait. D'accord. Avec j'hésite encore sur le niveau de finition, mais parce qu'aujourd'hui la figurine à collectionner issue du jeu vidéo ou des films, tout est fait numériquement. Donc tout est parfait avec des super résolutions, des textures, tout est fait en Chine, donc ils ont des petits des gens qui font la couture, qui vont faire les petits vêtements s'il y a du tissu, etc. Donc c'est difficile d'être en concurrence avec eux parce qu'ils font déjà quelque chose de parfait. Et justement peut-être de jouer sur l'imperfection, sur ce qui fait de nous des êtres humains. Voilà, on peut regarder La femme aux tentotes qui date de milliers d'années. Et dans sa forme en fait elle est parfaite, on comprend ce que c'est, on peut imaginer qu'ils l'ont emmené avec eux pendant tout leur périple et comme on peut regarder le David de Michel-Ange qui est parfait et voilà, dans lui-même il est parfait, ou ces figurines, mais voilà, je doute qu'elles restent bien longtemps, elles feront pas debout quoi, voilà, c'est ça, ouais. Ce sera pas la même appréciation, donc ça va être ça, et puis continuer mon travail sur l'hyperréalisme du visage. Tout ça, tu l'as appris tout seul? Non, j'ai pris des cours, tout début j'ai pris des cours à l'orangerie du musée de Chartres, avec Prem Vadi, donc qui était sculpteur ornementaliste, et donc il m'a tout appris ce que je sais faire aujourd'hui en fait. Et puis ensuite, beaucoup de travail tout seul. Je me suis inscrit un temps sur un site américain d'effets spéciaux. Il y a aussi toute une culture américaine du masque d'Halloween. Oui. Donc il y a plein de maquilleurs d'effets spéciaux du cinéma américain qui ont démarré en faisant leur masque pour Halloween en fait. C'est ça. Ouais. Et maintenant ils utilisent les animatroniques, c'est avec l'impression 3D, c'est tous ces cours qu'ils font. On voit des gens ils déploient des ailes par exemple avec une structure. C'est chouette de voir que des techniques qui étaient réservées à des professionnels viennent à des gens qui développent eux-mêmes leur propre expérience avec ça. Et puis j'ai fait des stages avec d'autres sculpteurs, ce qui m'a permis en fait d'acquérir différentes techniques et de tout mélanger, de prendre ce qui me convenait vraiment et de revoir ce que j'avais mal acquis aussi.
Et puis à un moment, il faut mettre les mains dans l'argile, c'est ce que tu disais, quoi. C'est pas juste d'écouter, de regarder, il faut faire, quoi, c'est ça. Faut ouais. passer à l'action. Ouais. C'est dans tout, dans tout ce qui est de la vie, si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, faut passer à l'action. Alors des fois, ça peut paraître anodin, mais oui, de toute façon, si on a envie de faire quelque chose, d'être créatif, que ce soit du dessin, que ce soit de travailler pour l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, de devenir écrivain, faut commencer quelque part, et puis toujours chercher à s'améliorer, améliorer son vocabulaire. Alors le vocabulaire, il peut être celui d'un écrivain, mais d'un artiste aussi. Essayer de toujours magnifier les choses, d'essayer de faire jaillir la beauté partout, que ce soit dans le repas qu'on prépare, dans l'organisation, dans la décoration, dans le choix des couleurs, voilà, d'essayer de favoriser la beauté partout, et d'avoir un vocabulaire qui va mettre tout ça en valeur. Tu parles de beauté et tu fais pas que ça, mais tu fais des monstres aussi. Donc il y a une forme de beauté, mais il faut peut-être un peu la chercher, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tout à fait. C'est étonnant. Enfin, c'est bien, ça interpelle, je trouve, tu vois. Ouais, mais en fait, ça va être effectivement la beauté dans la pose. Ouais. Ça peut être la beauté dans certains détails qu'on aura su magnifier. Alors après, évidemment, il y a tout un tas de créatures qui ne sont pas belles et pourtant qui fascinent. C'est un peu le propre de toutes ces créatures de cinéma. En même temps, elles sont parfaitement effrayantes et en même temps, on a envie de les voir, de savoir d'où elles viennent, ce que c'est. Donc, je pense que chez l'être humain, il y a une certaine attirance pour les choses monstrueuses. Au final, qui font peur, peut-être simplement d'affronter ses peurs. Et de montrer qu'on a du courage et peut-être une habitude du temps des cavernes où quand on entrait dans ces cavernes, justement, on savait pas ce qu'on allait y trouver. J'aimerais bien qu'on parle de ce territoire qui est le nôtre. Qu'est-ce que tu aimes dans le Perche, toi, ou dans ce bout de Perche dans lequel on vit, nous ? La nature. Vraiment la nature vallonnée quand on va vers la Madeleine Bouvet, là. On passe ce virage et on change de la plaine à... C'est instantané, en fait. C'est un virage et vrai. Hop, le paysage a totalement changé. Et je trouve ça assez magique. Il y a vraiment un côté pittoresque aussi, très, très rural, qui a su garder son caractère, qui est pas dénaturé. On n'a pas arrêté le temps parce que ça a continué d'évoluer, mais il y a, je pense, ce qu'on aime trouver dans les villages français, en fait, dans le Perche. De la beauté, en fait, simplement. Un côté un peu british avec beaucoup de nature. Oui, c'est vrai. Les jardins. Des beaux jardins arborés. Donc c'est cette profusion d'arbres, de nature, de prairies, l'élevage qui favorise tout ça aussi, la présence de l'eau. Voilà, c'est ça que j'aime dans le Perche. Surtout la nature. Moi, c'est une grande source d'inspiration et de libération aussi. Donc c'est vraiment ça, Quand tu penses au Perche, donc à chez toi, quelle est la vision ? C'est quoi l'image de ce territoire pour toi ? Justement, c'est ces collines, ces vallons, et puis cette forêt qui se dessine un peu partout entre les prés, les chemins et les villages. C'est vraiment ça. Après, il y aurait le château de Nogent-le-Rotrou, par exemple. Qui est iconique, qui est très bien préservé. Et voilà, qui représente les contes du Perche, en fait. Un son particulier. Le chant des oiseaux. Ok. Une odeur caractéristique. Ça va être l'élevage. C'est l'odeur des fermes et des étables, enfin voilà, qu'on sent avec tout ce qui est lié à l'élevage, qui représente la campagne, qu'on peut retrouver un peu partout, mais c'est une terre agricole d'élevage, en fait. Et donc c'est une odeur qu'on retrouve quand on se promène en campagne, en tout cas. Un goût. Les chocolats du chocolatier de Bellem. Voilà. Ok. Et alors toi, ça va te parler, moi, mais un toucher qui serait
Je parle au sculpteur là, Ouais. qui serait caractéristique et ça peut peut-être faire appel chez toi à ce que tu vis dans ton atelier. Hein. Ouais, bah c'est les pierres qui sont utilisées pour la construction, en fait, le calcaire qui est utilisé partout dans le Perche, qui a une belle texture, qui fait que c'est des maisons de caractère, en fait. J'ai bien compris qu'il y avait un univers de lecture à toi qui était très 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 marqué. Est-ce que tu continues à te nourrir de ça aujourd'hui, d'ailleurs? Est-ce que tu continues à lire, pour ton travail et pour ton plaisir, d'ailleurs? Oui, pour le plaisir. Okay. Pour le plaisir, après, il y a des choses il y a des livres qui vont avoir plus d'influence que d'autres parce que ça me file une idée, j'ai pioché dans l'univers. Et puis sinon simplement pour rêver, pour s'évader. Ça a toujours été une bulle, en fait. Hein. Ouais. Donc, ouais. Comment lis-tu? Enfin, tu vois, c'est quoi? C'est un plaisir le soir avant de dormir? C'est quelque chose que tu fais t'arrives à faire dans la journée? C'est plutôt le soir. Ouais. Plutôt le soir. Avec des périodes de lecture intense et des périodes où il y en a presque pas. Ouais. Je pense qu'on est nombreux comme ça. Voilà, c'est. Ouais. Mais puis de trouver l'auteur qui vous emmène. Donc moi, c'était pas mal les auteurs américains à une période. Avec alors le roman, c'est Le Bataillon perdu, et donc c'est un régiment de la guerre de sécession qui traverse un portail dimensionnel et il se retrouve sur une autre planète où l'humanité est asservie par des orques. Mais en fait, il y a plein de périodes différentes. Donc ils vont croiser des Romains, des Carthaginois, des Russes du Moyen-Âge, des Aztèques. Donc c'était vraiment chouette. J'aime beaucoup l'écriture des romanciers américains parce qu'elle est très dynamique. Donc voilà, j'ai pas mal essayé Jules Verne, et puis c'est plus la même lecture, on parle plus le même français. C'est vrai. Mais sa créativité, son côté visionnaire, c'était assez passionnant. C'est plus le soir pour faire une transition plus tranquille. Et si tu devais citer un livre ou un auteur qui vraiment représente le plus ce que tu fais toi aujourd'hui? Ou peut-être dont toi tu as envie de te rapprocher, à l'inverse, tu vois. C'est un auteur de BD qui s'appelle Civilio et qui a écrit Graines de folie, qui est une petite série en 4 tomes qui se passe dans l'univers de féerie, donc là tout ce qui va intégrer les Korrigans, des contes bretons, enfin voilà, tout l'univers féerique. On y est. De la fée, des gobelins, des lutins. Ouais. Et il a fait un travail, il me semble, à l'huile, magnifique. Des planches superbement dessinées. Alors l'histoire est pas entièrement super bien ficelée, mais avec des personnages très très atypiques, beaucoup de caractère, et puis des petites touches de légende par-ci par-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec tout ça? De réussir encore plus. Voilà, je suis déjà très heureux de pouvoir vivre de ça, voilà, d'avoir une flexibilité dans mon emploi du temps qui m'offre une grande liberté actuellement, de faire des rencontres vraiment incroyables ces temps-ci. En ce moment, c'est les rencontres de gens qui sont très positifs, et qui embellissent le monde, en fait. Donc ça a changé un petit peu la façon de percevoir les choses et de se dire que c'est nous qui faisons le monde beau comme il est, en fait. Donc c'est notre attitude, ça dépend de nous, ça je l'apprends un peu tous les jours là. Et ouais, non, je suis d'arriver à continuer à persévérer et puis à poursuivre ce chemin-là, parce que j'ai déjà la chance de faire ce que je veux tous les jours, en fait. Donc il y a des contraintes évidemment, mais ça reste très libre. En fait, j'aimerais inviter les auditeurs de ton podcast à réfléchir à ce qu'on achète, le sens qu'on met dedans. Par exemple, si on achète une tasse à un potier,
ou si on l'achète en grande surface. Alors c'est sûr, le prix est pas du tout le même. Chez le potier, ça fait beaucoup plus mal. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus chérir, on va y faire beaucoup plus attention. La qualité des vêtements aussi qu'on porte. Par exemple, moi, dès qu'il y a du polyester ou du polyamide ou du poly quelque chose, c'est non. Et puis d'essayer de retrouver des matières comme le lin, la laine. Alors le fait que je sois médiéviste a fait que pour reconstituer un costume médiéval, t'es obligé de prendre des matières nobles et beaucoup plus naturelles. Donc voilà, des chaussures en cuir, je les ai depuis que je les ai achetées, ça fait 10 ans, j'ai fait refaire la semelle une fois. J'ai une cape en laine, quand je suis dehors sous la pluie, elle se mouille pas parce que ça sèche. Du lin, on n'a pas chaud l'été ni froid l'hiver. Enfin voilà, c'est des matières et on les oublie au profit de matières extrêmement polluantes en fait. On n'a pas l'impression parce qu'on se dit c'est du tissu et en fait c'est du plastique, on se couvre de plastique. Et tout est comme ça en fait avec chaque objet qu'on va acheter. Et je commence à réfléchir en fait quand je rachète les objets à prendre quelque chose qui a été fait par quelqu'un avec une volonté de beauté et de savoir-faire et d'une attention, parce qu'en fait quand on met l'attention et l'intention dans l'objet, son histoire est plus du tout la même que quelque chose qui est fabriqué en série. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on revoie la façon dont on consomme des objets du quotidien et ça fait partie d'acheter une œuvre d'art à un artiste par exemple et de bien penser son achat et pas de l'utiliser comme quelque chose de déco qu'on va changer dans 6 mois parce que ça nous plaira plus, nos goûts auront changé ou d'être à la mode. Et voilà, donc c'est ça qui est un peu que je voudrais alerter, c'est vraiment voilà, quand on achète un objet, à qui on l'achète et ce qu'on va acheter en tant que matière. Donc voilà, de l'argile à un potier, c'est renouvelable, on peut broyer après. Voilà, mes sculptures en argile c'est pareil, elles pourront être broyées puis remises dans de la brique. Et la laine, le lin, le coton, à la fin ça pollue pas. Hein, pendant la production, on peut trouver des formes de pollution, mais quand on va le laisser se dégrader, ça pollue pas. Donc je pense que là on a quelque chose à faire et d'aller voir des artisans et des artistes qui ont du talent, qui font des choses pour de vrai et qui ont une vraie intention quand ils le font. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez suivre Pierre Feuillade sur Facebook et Instagram et le contacter au 06 51 74 81 08. Si vous aimez Perchissime, criez-le haut et fort et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.